Trump prolonge la date limite des négociations alors que des fissures apparaissent au sein du régime iranien. Alors, le régime iranien et Trump cherchent-ils une porte de sortie? Ou bien est-ce l'art du prochain accord au Moyen-Orient? Bon retour à tous dans l'émission The Quad. La direction islamique iranienne montre-t-elle des fissures? Eh bien, regardez ce que la fille d'un ancien président a déclaré. Pourquoi? Parce que maintenant, nous-mêmes, nous sommes pires qu'Israël, que l'Amérique, que partout où nous voyons que le monde est mauvais, que le régime Pahlavi. On ne peut plus dire qu'Israël est mauvais, que le Shah était mauvais, que celui-ci était mauvais, que celui-là est mauvais. Parce que pour l'instant, nous-mêmes, nous sommes les pires de tous. Et les malheurs que nous infligeons à notre propre peuple dans tous les domaines, aucun d'eux n'a fait autant de mal que nous. Maintenant que j'ai parlé d'Israël, j'aimerais dire ceci. Regardez le nombre de morts en Syrie, juste les morts, sans parler des déplacés, des destructions et des réfugiés, ça on ne compte même pas. C'est 500 000 personnes et nous avons eu un rôle dans cette affaire, ou au Yémen. Regardez, cela fait maintenant 7 ans de guerre civile. Dans cette affaire, nous avons eu un rôle et nous participons au massacre de musulmans. Si vous additionnez le nombre total de Palestiniens tués par Israël, il faudrait peut-être arriver à 100 000 ou 200 000 tout au plus. Donc, maintenant, nous, les musulmans, causons plus de mal que Israël. Eh bien, pour analyser tout cela et bien plus encore, mon merveilleux panel aujourd'hui, Émilie Schrader, militante des droits de l'homme et journaliste, Shoshana Kitts-Jasko, fondatrice de Komat Nashim, qui élève la voix des femmes orthodoxes, et aujourd'hui, une invitée co-animatrice très spéciale, l'ambassadrice Marc Regev, qui co-anime sa propre émission avec notre chère Ruthie Bloom, Israël indiplomatique. D'accord, c'est la fin du monde, Émilie? Quand la fille d'un ancien président, Rafsanjani, qui elle-même était membre du Parlement iranien, dit des choses plus sensées que Tucker Carlson, Je veux dire, je n'aime pas jouer les troubles-fêtes, mais je ne pense pas. C'est un peu ce que fait le camp réformiste en Iran quand il essaie de gagner en légitimité. Je pense que ces commentaires, dans le contexte iranien, concernent en réalité davantage des manœuvres et des positionnements politiques à l'intérieur de l'Iran que la réalité elle-même. Même une horloge cassée indique l'heure exacte 2 fois par jour, et elle a raison sur ce point. La République islamique est responsable de plus de morts de musulmans et de musulmans arabes dans la région que toute autre entité ou même organisation. Par les gardiens de la Révolution et via des groupes terroristes agissant pour son compte, comme elle l'a dit elle-même, mais je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Cette femme est vraiment maléfique, d'accord? Elle fait partie du régime. Cela ne changera pas. Donc, mais elle a raison sur ce point. mais si elle appartient au régime, Madame l'ambassadrice, n'est-ce pas de l'hérésie? Ils ne devraient pas sortir les fourches parce qu'elle dit qu'ils ont tué plus de gens, plus de musulmans que nous. Donc, je pense qu'il y a des signes de fissure. Est-ce que tout s'effondre déjà? Je ne sais pas. Je n'ai aucun doute que ce régime, ses jours sont comptés. Combien de jours? Je ne peux rien vous dire. Personne ne peut vous le dire. Je vous rappelle que tous les régimes autoritaires reposent sur la peur qu'ils inspirent à leur peuple. Et ils doivent être forts pour pouvoir imposer cette peur. Et parce que ce régime a été exposé par Israël et les États-Unis comme étant un régime faible, les fissures dans le régime deviennent simplement plus grandes et plus profondes. Maintenant, entre juin de l'année dernière, lorsque nous avons révélé pour la première fois au public iranien à quel point le régime était faible, il a fallu 7 mois, pas avant janvier, de juin à janvier, pour que les manifestations éclatent. Donc peut-être que nous ne verrons pas de manifestations tant que les combats continueront, peut-être pas non plus dans les semaines qui suivront immédiatement la fin des combats. Mais je n'ai aucun doute que les graines de la destruction de ce régime commencent à germer. Amen. Et je pense que tu as raison. Et tu sais, on a déjà vu des divergences d'opinion entre le président actuel et les gardiens de la Révolution quand le président a dit « Non, non, nous n'attaquons pas le Golfe ». Et soudain, ils envoient des roquettes vers le Golfe. Je veux dire, comment cela pourrait-il en être autrement? Je veux dire, comment cela ne pourrait-il pas montrer des fissures? C'est ma question. Après tout ce que nous faisons et ce que les Américains font pour essayer de les diviser, et les gens eux-mêmes qui, espérons-le, vont sortir, et les gens eux-mêmes. Tu sais, personne ne parle de ça, mais les gens eux-mêmes participent en réalité beaucoup à la déstabilisation de l'autorité en ce moment. Ils nous donnent des informations
Ils disent à Israël et aux États-Unis où se trouvent les cibles. C'est ce que j'entends de mes sources, que les gens, en gros, tu sais, répètent à tête-tête ce qu'il a dit. Parle-leur de tactile, de ce qu'il y a à côté de toi ici. Mets-le hors d'état de nuire. Donc, je veux dire, je suis d'accord avec toi que cela pourrait prendre du temps, mais je ne comprends tout simplement pas ce qui se passe. En ce qui concerne leur politique ou leur stratégie en ce moment, surtout quand tu parles aux pays du Golfe, surtout maintenant que l'Arabie saoudite dit « Oh, attends, on pourrait rejoindre l'offensive ». Je pense que ce que tu observes, ce sont des convulsions de mort, tu vois? C'est-à-dire que quand un animal est acculé dans un coin, il va attaquer. Il va faire tout ce qu'il peut pour se sauver. Et je pense que c'est ce que fait l'Iran. D'après ce que j'ai compris, ils font venir des enfants de 12 ans, leur donnent des armes, leur demandent d'être des enfants soldats. On ne fait pas ça quand on est en position de force. Oui, exactement. Ils lancent désespérément des missiles sur tout le monde, essayant de toucher n'importe qui, entraînant tout le monde dans leur chute. Et il essaie vraiment de garder, vous savez, qu'est-ce qu'il lui reste? Il a le détroit d'Ormuz. Donc, il essaie désespérément d'empêcher le pétrole de sortir parce que cela met une pression énorme sur Trump. C'est ça. Tout tourne autour du marché. Tout tourne autour du prix du pétrole. Tout tourne autour de... Enfin, les marchés, même mon père panique à propos des marchés, tu sais? Et genre, qu'est-ce que mon père... Les Américains, c'est juste C'est du genre, qu'est-ce que vous faites à mes, tu sais, à mes actions? Et j'ai l'impression qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils jouent toutes les cartes qu'ils ont. « Oui, mais ils n'ont plus beaucoup de cartes, Émilie. » Non, c'est pour cela qu'on observe actuellement cette activité et qu'on a évoqué l'énergie et la tentative de manipuler le marché mondial. C'est l'une des dernières choses qu'ils peuvent encore faire, alors évidemment, ils vont le faire sans se soucier de qui ils entraîneront dans leur chute. Et c'est en fait l'un des arguments contre certaines frappes sur les infrastructures qui toucheraient aussi le peuple iranien, comme les centrales électriques. C'est en partie pour cette raison que cela a été controversé. Le régime en profite en fait lorsque le peuple souffre, car les gens seront plus en colère à cause du fait que la guerre continue. Et plus cela dure, plus, du point de vue du régime, ils espèrent que le peuple se tournera vers le régime et considérera les États-Unis et Israël comme les agresseurs. En réalité, je pense que la majorité du public iranien soutient encore largement ce qui se passe sur le terrain. Je suis d'accord, même si certains détracteurs affirment que cela va retourner ces personnes contre l'Amérique. Je ne vois pas comment cela pourrait arriver après 47 ans d'un régime brutal qui rend la vie de ces gens misérable. Et en dehors de la répression politique, ils n'ont même pas d'eau. Je veux dire, ils ont mal géré le pays parce que leur priorité a toujours été d'exporter le terrorisme. Et donc, ils ont mal géré tout leur pays. Écoute, c'est tout à fait exact. Mais quel est le problème? Disons que le soutien au régime est au plus bas. Disons que seulement 10% de la population soutient la République islamique. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, mais c'est un chiffre approximatif. Si ces 10% détiennent des Kalachnikovs, ils peuvent encore commettre un massacre comme en janvier, qui fut terrible, plus de 30 000 morts en 2 jours. Donc, dire que le peuple peut se soulever, c'est un processus. Ça ne va pas forcément arriver du jour au lendemain. Nous voulons tous que ça arrive. Le peuple iranien veut que ça arrive. Ce n'est pas facile. Nous avons détruit les radars, les missiles, la marine et l'armée de l'air du régime iranien. Mais pour contrôler la foule, vous n'avez besoin de rien de tout cela. Il vous faut seulement des nervis dévoués, des fanatiques idéologiques avec des mitraillettes. Ils peuvent toujours agir ainsi. Je dirais que peut-être à court terme, vous pourriez voir un Gorbatchev iranien, quelqu'un du régime qui sortirait et dirait que nous sommes sur la mauvaise voie et que nous devons faire des changements. Peut-être que c'est une solution à court terme plus probable. Eh bien, je pense que c'est ce dont Trump rêvait. Il dit « je vais choisir le prochain ». En somme, il pensait qu'un DLC comme au Venezuela allait simplement se débarrasser de Maduro. Cette femme qu'il peut contrôler arrive et il peut vivre avec ça, n'est-ce pas? Et je ne vois tout simplement pas la République islamique d'Iran avoir une sorte de figure du changement, à moins, bien sûr, et c'est très probable, qu'il puisse mentir à ce sujet et dire « oh, je suis la figure du changement ». Mais les gens ne sont pas stupides, n'est-ce pas? Je veux dire, d'un côté, tu sais, on a ces négociations et les Pakistanais sont ravis d'être à nouveau pertinents. Ils disent « on va le faire chez nous ». Oui, on sait tous qui vous êtes. Pendant ce temps, ni les États-Unis, ni Israël, ni l'Iran ne participent à ces négociations. Israël n'y aurait jamais assisté, et les États-Unis comme l'Iran non plus. Et Witkoff dit « eh bien, nous leur avons donné un plan en 15 points ». Donc, ma question est, et je pense qu'on en a déjà parlé, est-ce encore une des tactiques de Trump pour conclure un accord? Parce qu'il est très doué pour ça.
Ou est-ce vraiment une autre tentative, une autre façon de leur offrir une porte de sortie de la situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes mis? Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un peu des deux, mais conclure un accord reste une erreur. Il peut y avoir quelqu'un qui accepte, même si tous les 15 points sont acceptés. D'accord. Quelle légitimité ont-ils pour contrôler le pays, même en Iran? Trop d'inconnus persistent. Je doute que tout accord, même accepté, soit réalisable. Nous n'en sommes même pas là. Comment vont-ils faire appliquer toutes ces choses? Maintenant, peut-être que Donald Trump est plus préoccupé par l'île Hague, le pétrole et ses mesures. Et peut-être que ce sont ces points-là qui lui tiennent le plus à cœur, un peu comme on l'a vu à Gaza avec le fait qu'il y avait des priorités et que certaines d'entre elles n'ont toujours pas été remplies, comme la démilitarisation du Hamas. Donc, il se peut qu'on voit quelque chose comme ça, mais je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Même si on voit une sorte de figure de proue qui sert de solution temporaire, c'est clairement le début de la fin. Et déjà, Vous savez, je pense vraiment que quelqu'un doit fournir des armes à certaines personnes sur le terrain pour pouvoir riposter. Je ne sais pas comment cela peut être fait avec le minimum de risque possible. Je pense vraiment que cela doit être fait précisément pour cette raison. Mais je pense que pour revenir à notre sujet initial, les défections, elles ont bien lieu. Nous ne savons pas si elles se produisent au plus haut niveau ou à une échelle suffisante pour que, par exemple, l'Artèche, l'armée, pas les gardiens de la Révolution, mais l'armée, change de camp. Ce serait une étape très importante qui pourrait vraiment changer la donne et construire un nouvel Iran. Mais en l'absence de cela, je veux dire, nous allons devoir patienter pour l'instant. j'ai vu hier que Reza Pahlavi était au CEPAC et qu'il a eu une admiratrice incroyable. Une ovation, ce qui me fait encore croire que les conservateurs et le mouvement MAGA soutiennent toujours cette guerre. On a beau entendre dire que différents commentateurs sont contre la guerre, je pense toujours que les gens sont pour la guerre. Et Reza Pahlavi lui-même a commencé, je crois, il y a 1 an, peut-être plus d'1 an, à demander aux gens de faire défection et il disait qu'il les accueillerait lors de son retour. Donc, il s'organise. Ce n'est pas comme si, vous savez, les gens ne lui donnaient pas assez de crédit. Je ne sais pas qui le peuple iranien choisira, cela leur appartient. Mais il y a un leader prêt à prendre la relève. Il y a un leader que les gens considèrent plus ou moins. Un leader de transition. Un leader de transition. Il l'a dit lui-même. Et je suis presque sûre qu'il y a un plan. Les gens veulent présenter cette guerre comme chaotique, sans plan ni stratégie. Je n'y crois pas une seconde. C'est la propagande du régime que tous ces propagandistes serviles en Occident répètent. Il n'y a pas de plan. C'est le chaos. Tu es loin de la vérité. Ça fait 1 mois que ça a commencé et on a pratiquement décimé toute leur armée. Ils lancent encore des roquettes. Oui, on vit toujours sous les tirs. Mais je me demande juste quand, à quel moment, on en aura fait assez pour pouvoir dire au peuple iranien, et on ne l'a pas encore fait, ni les Américains, ni les Israéliens, que maintenant, c'est votre moment. Je trouve injuste que l'on demande où sont les Iraniens et pourquoi ils ne se lèvent pas. On ne leur a pas encore demandé, on leur a dit le contraire. Au contraire, Trump et Netanyahou ont dit « Restez chez vous, restez en sécurité, nous vous dirons quand viendra le bon moment ». Exactement. Affirmer que le peuple iranien ne manifeste pas actuellement est faux. D'un autre côté, une fois tout cela terminé, j'ai déjà dit craindre qu'il reste assez de loyalistes pour massacrer la population. Ils l'ont fait en janvier, ils peuvent recommencer en avril. C'est la vérité. Je pense qu'une préoccupation plus grande est ce que nous avons vu hier et avant-hier. Des milices terroristes supplétives venues d'Irak traversant la frontière vers l'Iran. Et les Iraniens savent ce que cela signifie. Cela signifie que ces forces seront utilisées pour massacrer des civils iraniens qui protestent, comme cela s'est déjà produit à plusieurs reprises. Et peut-être que l'armée iranienne ou les membres des gardiens de la Révolution ne veulent pas massacrer leur propre peuple, même assiégé. Ils ont eu une augmentation. C'est exactement ce que Hezbollah a fait pour le régime d'Assad. Je suis désolé. Donald Total. Non, non, non. Hezbollah a fait cela au Liban, puis ils sont venus en Syrie et ont massacré des Syriens pour le régime d'Assad, car ce n'étaient pas leurs proches et ils ne parlaient pas la même langue. Donc si des Arabes viennent, des Arabes irakiens, chiites, viennent en Iran, ils peuvent massacrer des gens. Ce ne sont pas leurs familles, ils ne parlent même pas leur langue. Je pense qu'il est important pour les gens qui ne comprennent vraiment pas, et je me considère comme quelqu'un qui ne comprend pas, mais encore plus pour les personnes qui vivent en Occident et qui ne vivent pas dans cette partie du monde et qui n'étudient pas cette partie du monde. Au-delà de TikTok, il faut comprendre que ces Irakiens, Iraniens, membres du Hezbollah, Syriens, ne sont pas tous les mêmes personnes.
Ce sont des personnes très différentes avec des religions et des loyautés variées. Face au chaos actuel, on pourrait penser que tout échappe au contrôle et qu'il faut que cela cesse. Mais ce chaos est aussi dû au fait que, quand on touche le bon nerf, les choses vont exploser jusqu'à ce qu'on puisse vraiment le couper, n'est-ce pas? Donc, le Hezbollah, je suis d'accord, je pense aussi qu'ils lancent tout ce qu'ils peuvent. Et les gens du Nord souffrent horriblement. Ils n'ont pas le temps. Émilie était là la semaine dernière. Elle l'a vu de ses propres yeux. Ils n'ont pas le temps. Rien. Nous avons le temps. On se dit qu'il faut aller ici. Eux n'ont pas le temps. Et ils souffrent du fait que nous essayons d'en finir avec le Hezbollah, qui est bien sûr un bras du régime iranien. Donc tout va sembler chaotique. Je ne sais pas si ça ne va pas empirer avant de s'améliorer, mais oui. Je veux répondre, c'est vrai. D'accord, j'ai fait tomber mon stylo. C'est vrai, les gens du nord d'Arad et de Beit Shemesh ont traversé une période très difficile. Mais lors de la guerre de 12 jours l'année dernière, la guerre de juin, nous avons eu, je crois, 42 ou 43 victimes à cause des missiles iraniens. Cette guerre dure maintenant depuis plus d'un mois et nous n'en sommes qu'à une fraction de ce chiffre. Où en sommes-nous? 12 ou 10 personnes ont été tuées depuis ce moment-là. Nous avons eu les personnes tuées à Beit Shemesh au début, puis le couple à Ramat Gan et quelqu'un hier à Tel Aviv. Mais comparé à ce que nous avons traversé la dernière fois, en beaucoup moins de temps, le peuple israélien ne souffre pas autant qu'avant. Tu as raison, c'est très difficile en ce moment pour les gens du Nord. Mais est-ce que des gens se font tuer? Y a-t-il des pertes massives? J'assistais à des réunions gouvernementales où les gens faisaient toutes sortes de graphiques et disaient « Hezbollah ». Et puis, on pourrait avoir des milliers de missiles sur Israël et on aurait des centaines de victimes. Oui. Nous en sommes loin. Même en reconnaissant la souffrance, surtout celle des gens du Nord, rappelons qu'aucune guerre ne se fait sans douleur. C'est le cas ici. J'exprime ma sympathie et mon empathie envers eux, je comprends leur douleur. Mais d'un point de vue national, cela n'est rien à côté de la menace qu'ils représentent pour le peuple israélien. Je pense qu'ils nous le diraient, non? Ils annonceraient que des immeubles à Tel Aviv s'effondreraient avec des milliers de personnes. Et en fait, j'ai lu un rapport hier disant que nous n'interceptons plus seulement 90%, nous interceptons presque 100% des missiles qui arrivent. Il est important de rappeler que la souffrance ne se mesure pas seulement au nombre de morts. Bien sûr. Le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, les soldats d'Israël, ainsi que les épouses et les mères traversent beaucoup d'épreuves. Ce pays manque d'infrastructures pour la santé mentale et la gestion des traumatismes. Il faut aussi prendre soin de son peuple dans ces situations. On ne peut pas seulement compter les morts ou mutilés. C'est mon ressenti en tant que citoyenne. Je pense que le Nord est particulièrement difficile parce qu'ils ont subi une évacuation forcée pendant 1 an. Ce n'était pas un choix. Et ils ont été subis les mêmes bombardements depuis si longtemps. Et ils ont l'impression que leurs besoins ont été ignorés par le gouvernement. Donc je pense qu'il se passe plus de choses là-bas que simplement les tirs de roquettes. Mais tu as tout à fait raison. Le fait que nous ayons autant progressé en si peu de temps est vraiment remarquable. C'est remarquable. Nous apprenons. Nous avons appris à mieux nous défendre, comme si nous n'étions pas déjà, tu sais, le pays le plus tourné vers la défense au monde. C'est vraiment incroyable et presque miraculeux pour ceux qui sont spirituels. Je le crois vraiment. Tu sais, Shoshana, tu soulignes que le Moyen-Orient n'est pas un bloc uniforme et que les peuples diffèrent. Les Perses, par exemple, sont distincts des autres pays de la région. Et je dis toujours autre chose. Je répète tout le temps que, au Moyen-Orient, la rhétorique et la réalité peuvent être 2 choses différentes. Pensez-vous, Madame l'ambassadrice, que les Iraniens supplient vraiment qu'on leur fasse une place à la table des négociations, qu'on conclue un accord, mais qu'ils ne peuvent pas le dire? Donc, la fanfaronnade consiste à dire « Oh, vous devez nous dédommager, vous devez, vous savez, respecter ces conditions, nos conditions ». Pensez-vous qu'en coulisses, ils supplient vraiment ou sont-ils désormais en mission suicide? Cela rejoint votre première question sur les fissures du régime. Je suis sûr que certains au sommet du gouvernement iranien souhaitent ardemment un cessez-le-feu. Ils pensent que le cessez-le-feu est le seul moyen de maintenir le régime auquel ils sont très attachés. Ils disent qu'un accord de cessez-le-feu avec les Américains entraînera la levée des sanctions. Ils céderont sur les missiles balistiques et le nucléaire, mais obtiendront la levée des sanctions, revitalisant le régime. Bien sûr. Et puis, il y a ce que j'appellerais les kamikazes, faute de meilleurs mots, ou les kamikazes du djihad, qui disent « Nous allons nous battre jusqu'au bout, même s'il n'y a aucune chance que nous survivions à cela. » Ce qui correspond à l'idéologie chiite. Et nous n'en avons aucune idée. Aucun de nous autour de cette table ne sait comment cela va se passer entre les 2 groupes.
Un accord est-il possible? Nous pourrons en discuter plus tard. Mais je suis sûr qu'il y a certaines personnes, comme je l'ai dit, à des postes de direction qui veulent conclure un accord. Comme je l'ai dit, certains, comme ces Japonais qu'on retrouvait sur des îles 50 ans après la Seconde Guerre mondiale et qui voulaient se battre jusqu'au bout, existent sûrement aussi parmi eux. Eh bien, cela fait partie de l'idéologie chiite. Émilie, tu parles à beaucoup de gens en Iran, ceux qui ont 5 minutes d'Internet de temps en temps, voire moins. Je reçois aussi des messages. Tu dois en recevoir tellement. Les gens nous sont-ils encore reconnaissants? Oui, énormément, vraiment énormément. Bien sûr, il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer, mais leur principale préoccupation, c'est que les attaques cessent. Ils veulent que les attaques contre le régime continuent. En fait, ces derniers jours en particulier, j'ai surtout reçu des demandes pour continuer à cibler des cibles assiégées parce qu'ils disent « Oh, pourquoi Israël frappe-t-il l'usine sidérurgique? Il devrait plutôt frapper celle-ci. » Enfin, Voici ce que l'on entend souvent. Ils sont très reconnaissants envers les États-Unis et Israël. J'aimerais aussi ajouter quelque chose sur le régime actuel qui me semble important pour l'Occident. On constate une forte pression sur les États-Unis et Israël pour accélérer les choses. Tout le monde veut qu'on boucle ça, qu'on finisse le travail puis qu'on s'en aille. Sauf que ce n'est pas comme ça que la guerre fonctionne, premièrement. Et deuxièmement, en fait, le régime pense que c'est dans son intérêt de prolonger cela aussi longtemps que possible. bien sûr, C'est en partie pourquoi ils ont plusieurs bases dans les montagnes, auxquelles nous ne pouvons pas accéder. Même avec des bombes anti-bunker, certaines restent hors d'atteinte. Maintenant, pouvons-nous l'enterrer suffisamment pour qu'ils ne puissent pas non plus y accéder? Oui, peut-être, mais nous ne pouvons pas vraiment éliminer tout ce qui se trouve en dessous. C'est pourquoi on voit certains de ces missiles lancés malgré de sérieux dommages. Ils peuvent continuer longtemps et estiment que c'est dans leur intérêt. Parce que s'il y a un front de bataille sur lequel ils gagnent, c'est la guerre du récit. Et ils utilisent tous les outils qu'ils ont à leur disposition, vous savez, dans leur manche, afin de mobiliser tout le monde dans le monde occidental pour déstabiliser et s'opposer au soutien de cette opération. C'est pourquoi on observe autant de rhétorique dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Les médias et les experts parlent beaucoup de cette guerre et vous savez, oh, pas de troupes au sol et toute cette rhétorique obsessionnelle. Bien que la plupart des gens ignorent de quoi ils parlent ou ne savent pas. La différence entre une opération terrestre à grande échelle visant à changer un régime, comme en Irak, et des opérations spéciales visant hypothétiquement à identifier et à ramener de l'uranium hautement enrichi. oui. Donc, il y a beaucoup de discussions en ce moment et une grande partie vient de la campagne menée par la République islamique elle-même. Et il faut s'en souvenir et ne pas, vous savez, tomber dans leur piège comme l'Occident, franchement, tout l'Occident l'a fait pendant tant d'années. Ils ont tellement de propagandistes. Oui, c'est ridicule. Chaque jour, il y a un nouveau propagandiste et c'est tout simplement déprimant. Et puis aussi, vous savez, qui pense qu'on peut terminer une guerre contre le régime le plus toxique du monde en un mois? Les gens se font tout simplement des illusions. Personne n'a lu l'histoire. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, oui, ce sera plus rapide que la Seconde Guerre mondiale, mais pas en un mois. C'est ce que je rappelle sans cesse. Mais bref, sur cette note merveilleuse, nous passons à notre segment préféré. Et chaque semaine, nous avons de plus en plus de crapules de la semaine. D'accord. Ambassadeur Marc Regev, c'est la première fois que vous êtes notre crapule de la semaine. Donc j'ai choisi quelqu'un, mais peut-être que je vais vous laisser décider s'il mérite vraiment d'être qualifié de crapule ou non. J'ai choisi un Israélien dont je n'avais jamais entendu le nom auparavant. Et j'écoutais mon podcast d'actualité et j'écoutais Farid Zakaria. Il a son émission GPS, il a dit « Mon premier invité cette semaine est cet Israélien ». Encore un nom inconnu pour moi, je me suis demandé « Qui est-ce » Il reçoit souvent d'anciens premiers ministres, ministres des Affaires étrangères, généraux ou autres personnalités. Et soudain, il y avait cet Israélien anonyme, et ce n'est qu'après que j'ai compris pourquoi il avait choisi cet Israélien anonyme, lieutenant-colonel de réserve à la retraite, Danny Tsitrinvitz. Il était à la télévision américaine disant au public américain que la guerre de Trump est une erreur, que Trump ne comprend pas l'Iran, que ce qu'il fait aggrave la situation, que la nouvelle direction qui viendra après l'ayatollah qui a été tué sera encore plus extrême, qu'il n'y a pas de solution militaire et qu'un accord renforcerait le régime. Tout était négatif, négatif, négatif. Donc je dis que la guerre qui était censée empêcher l'Iran de franchir le seuil pourrait en fait être la guerre qui poussera l'Iran au-delà du seuil
vers la bombe nucléaire. Je pense que Netanyahou et Trump pensaient vraiment que si on décapitait Khamenei, le régime s'effondrerait. Ils n'ont pas pensé à ce qui se passerait ensuite. C'est pourquoi nous n'avons pas de solution. Nous n'avons pas de moyens stratégiques de sortir de cette escalade. Donc, je pense que cela revient à une compréhension erronée concernant l'Iran. Et je dois ajouter une autre chose à ce sujet. En termes de renseignement, vous pouvez savoir où se trouvent les dirigeants, vous pouvez savoir où se trouvent leurs adjoints. Mais parfois, on peut voir les arbres, mais on ne voit pas la forêt. Cela veut dire que malgré l'excellent renseignement opérationnel d'Israël sur l'Iran, je doute que nous comprenions vraiment le fonctionnement de la République islamique. Et cela nous a mené à la situation problématique dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Apparemment, cet homme a eu une carrière de 24 ans dans le renseignement militaire. Je le respecte. Il est important d'entendre différents avis. Je suis d'accord avec tout cela. Mais en Amérique, il y a un grand débat pour savoir s'il faut soutenir cette guerre ou non. Nous savons que la plupart des républicains la soutiennent. La plupart des démocrates y sont opposés et la lutte se joue au centre. Pour un Israélien, dire qu'il est contre cette guerre et que le président Trump, il ne l'a pas fait pendant l'interview, je le jure, il n'a pas attaqué Netanyahou une seule fois. C'était toujours Trump, Trump, Trump. Je dirais qu'il doit réfléchir à ce qu'il fait. Il peut avoir son opinion et je suis content de l'entendre, mais participer à une campagne publique contre la guerre en Amérique, c'est différent. Vous savez, les chefs de l'opposition israélienne, aussi bien Bennett que Lépide, ont soutenu cela, disant que c'est une guerre juste et légitime. Aller s'exprimer publiquement sur une chaîne américaine pour dire au peuple américain de soutenir ceux qui étaient contre cet effort contre la République islamique, je pense qu'il devrait y réfléchir à 2 fois. Je pense qu'on peut le qualifier de salaud. Et j'aimerais aussi dire ceci, je le ferai. Il est trop gentil. Je vais dire ce qui suit. Il a le droit, en tant qu'Israélien, de dire ce qu'il veut. En tant qu'Israélien, j'ai le droit de le critiquer. Amen, c'est vraiment un salaud, surtout parce que ces gens-là, c'est exactement ce qu'ils veulent. Personne ne faisait attention à ce type avant qu'il ne commence à tenir le discours que CNN veut vous faire entendre. C'est ça qui m'énerve vraiment. Il ne représente personne ici. Pourquoi donc passes-tu à la télévision américaine en faisant croire que des gens te soutiennent? Personne n'est d'accord avec lui. C'est vraiment un salaud. Tu es trop gentille. Oui, Marc, très gentille. Je ne suis pas du tout diplomate pour les indiplomates, pour les filles de Jean. C'est drôle, Émilie. Donc, mon salaud de la semaine, c'est Alex Crawford de Sky News. Et la raison pour cela, il y en a en fait plusieurs. Mais la raison de cette semaine, c'est parce qu'elle a décidé de couvrir les frappes aériennes menées par l'armée israélienne. Celles qui ont éliminé Ali Chouaib, l'agent du renseignement du Hezbollah, qui était aussi journaliste, un journaliste travaillant pour une entité terroriste spécialement désignée par les États-Unis, le réseau d'information pour lequel il travaillait. Et bien sûr, cette attaque a suscité beaucoup de controverses, beaucoup de critiques contre Israël, disant que nous ciblons des journalistes et qu'Israël tue des journalistes innocents. Et Alex Crawford faisait partie de ceux qui répétaient cette calomnie. Et elle a fait tout un reportage depuis les funérailles en disant qu'Israël n'a fourni aucune preuve, qu'Israël affirme que cette personne faisait partie du Hezbollah, mais n'a apporté aucune preuve concernant cette attaque contre des journalistes. Regardons ce qu'elle avait à dire. Nous sommes dans un cimetière temporaire à Beyrouth où les 3 journalistes tués lors d'une attaque ciblée par l'armée israélienne sont en train d'être enterrés. Comme vous pouvez le voir, il y a un très grand nombre de tombes, toutes pour des personnes qui ont été tuées depuis le début du mois de mars et qui ne peuvent pas être enterrées près de leurs maisons et villages à cause de l'invasion israélienne en cours. Les meurtres des 3 journalistes ont provoqué l'indignation au Liban, tout comme la série de meurtres de soignants et de secouristes. Comme on le voit dans cet extrait vidéo, lors de son reportage, on aperçoit tous ces drapeaux jaunes à l'arrière-plan. Ce sont des drapeaux du Hezbollah, car il s'agissait de funérailles d'un membre du Hezbollah. Alex Crawford devrait sans doute mieux se renseigner avant de faire de telles affirmations ridicules. En tant que personne qui réalise réellement des reportages sur le terrain et a été dans des zones de guerre similaires, je dois le dire. Entendre une journaliste couvrir d'autres journalistes qui abusent de ce titre pour mener des activités militaires, c'est vraiment honteux. Cela met en danger chaque journaliste qui travaille sur le terrain. Alex Crawford, tu es ma crapule de la semaine.
Une crapule digne de ce nom est vraiment symptomatique de tout le milieu médiatique, des gens comme elle. Ils ont été terribles. Mais tu sais quoi? Aussi, Alex, si tu veux mentir, choisis un meilleur décor qui ne contredit pas ce que tu dis. Oui, c'est la base pour être une propagandiste et Sky News est encore pire. Je pense que Sky News devient de pire en pire. La pire chose qu'ils ont faite cette semaine, c'est qu'ils ont publié ce sujet sur ce petit garçon que Tsahal a trouvé et ils ont perpétué le mensonge selon lequel l'idée venait de ce gentil petit garçon de 2 ans. À Gaza, ils l'ont publié, ils ne l'ont pas retiré. Oui, Même lorsque cela a été démenti par la Croix-Rouge, ils ne l'ont pas retiré. Parce qu'ils ne rapportent pas les nouvelles, ils ne font que mettre en scène tout ce théâtre pour servir leur sinistre agenda. Donc oui, elle est vraiment une sacrée crapule et elle représente tous ces journalistes qui ne font que leur propre propagande. D'accord, Shoshana. Mes fleurs, celle-ci est pour toi. Oh, merci, ordure. Cette semaine encore, c'est Megyn Kelly parce que Megyn Kelly s'en est prise à Marguerite Fleur parce que Fleur a dit très simplement peut-être que Tucker Carlson devrait être jugé pour trahison parce que Tucker Carlson parle avec les Iraniens et se trouve à la Maison-Blanche. Clairement, quelque chose de louche se passe et Fleur suggère d'enquêter sur ce type. Megyn, elle, devient complètement folle. Vous pouvez le voir. Nous avons maintenant l'ancienne adjointe au maire de Jérusalem, Fleur Hassan Naoum, a tweeté que Tucker Carlson devrait être arrêté et jugé pour trahison. Tu connais la peine pour trahison? C'est la mort. C'est fou. Donc, cette femme pense qu'il devrait être arrêté et jugé pour trahison. C'est ce qu'elle veut voir arriver. Et elle dit, tu sais quelle est la peine pour trahison? C'est la peine de mort. Elle affirme donc que Fleur demande la mort de Tucker Carlson. Maintenant, Megyn, en Amérique, tu as droit à un procès et tu es présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Blabla, tu sais comment ça marche? Je pense que tu devrais savoir comment ça fonctionne, mais oui, il y a des conséquences à tes actes. Donc, si tu vas, disons, parler aux Iraniens, ou si tu t'immisces à la Maison-Blanche pour essayer d'influencer des gens à la Maison-Blanche, et tu parles à notre ennemi, il devrait y avoir des conséquences pour ton comportement, ou au moins quelqu'un devrait enquêter là-dessus. C'est comme ça que l'Amérique fonctionne. Megyn, ce n'est pas juste un podcast. D'accord, ce ne sont pas juste des gens qui cherchent des clics, c'est un vrai pays avec des règles et des lois et tu ne le diriges pas. Dieu merci. D'accord, tu accuses tout le monde d'avoir une double loyauté et toutes ces choses que tu as en réalité, ma chère, parce que ta loyauté va à l'argent et au clan. Alors reste loin de nous. Merci, Shoshana. J'aime toujours quand mes filles me soutiennent. Et tu sais, Anna Kasparine s'en est aussi prise à Émilie il y a quelques semaines. Et donc, je pense qu'on fait quelque chose de bien. Je pense qu'il faisait attention. Je pense qu'on fait quelque chose de bien, même quand les pires personnes sont là. Mais aussi, ce qu'elle a dit sur la trahison et la peine de mort, ce n'est pas forcément le cas. On fait le procès et ensuite, ils te condamnent. Et évidemment, tu sais, Ça doit être sensationnel. oui, bien sûr, sa mâchoire devient plus grande et carrée. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qu'elle fait à son visage, mais chaque jour, tu ressembles davantage à un homme. Alors arrête. Maintenant, mon salaud de la semaine est vraiment dans l'esprit du salaud de Marc. Et il s'appelle Avraham Borg. Alors, qui diable est Avraham Borg, vous vous demandez peut-être? Et oui, la réponse est qu'il s'agit d'un idiot sans importance qui a été, en gros, rejeté de la politique israélienne parce qu'il était sans importance. Il a été président de la Knesset. Ensuite, il est devenu président de l'Agence juive. Oui, l'Agence juive qui, en gros, a amené tous les Juifs en Israël. Mais après cela, et après qu'il ne lui ait pas donné de chauffeur pour le reste de sa vie, il a décidé qu'il était désormais post-sioniste. Qu'est-ce qu'un post-sioniste? Un post-sioniste est quelqu'un qui ne croit pas au sionisme ni à un foyer pour le peuple juif. Un post-sioniste est quelqu'un qui pense que nous devrions envisager un autre type de, je ne sais pas, structure pour le seul pays juif au monde. Mais c'est mon salaud de la semaine parce qu'il a décidé de sortir de son insignifiance et d'aller sur la télé de Goebbels. Oui, sur le réseau de Tucker Carlson, et il a donné une interview à Tucker Carlson où il a expliqué à Tucker pourquoi Israël a tort surtout, pourquoi nous ne devrions pas être en guerre, pourquoi nous sommes un pays raciste. Tout ce que Tucker rêvait d'exposer.
Avraham Borg, l'ancien président de la Knesset israélienne et l'ancien président de l'agence juive et l'homme le plus insignifiant du pays, a décidé d'aller sur ce réseau. Apparemment, cela fonctionne aussi pour le régime iranien. Et donc, il n'y a pas assez de mots pour que je parle de cet homme. Et encore une fois, il y a tous ces Israéliens sans importance qui cherchent un peu d'attention parce que personne dans le pays ne les écoute ou même ne se souvient de qui ils sont. Et comment attirent-ils l'attention? En s'opposant aux personnes qui détestent Israël et en allant sur cette chaîne. Et c'est ce que fait Avraham Borg. Je veux dire qu'Avraham Borg est le fils de l'un des grands rabbins d'Israël. Il a été l'un des dirigeants de la communauté sioniste religieuse lors de la création de ce pays. Il se retournerait dans sa tombe en voyant son fils faire la promotion de ceux qui détestent le pays qu'il a contribué à construire. Alors, Avraham Borg, t'es mon salaud de la semaine. Je déteste ces gens-là. Tu en penses quoi? Tu me regardes comme si j'étais folle. Non, je suis d'accord. Je me demandais si mon officier de l'armée est si insignifiant qu'il ne mérite même pas d'être qualifié de salaud. Mais Avraham Borg, je pense, lui, il mérite bien ce titre. Non. C'est clairement un salaud. Ah, tu crois? Il répète ses absurdités sur la République islamique depuis un moment et semble soutenir la communauté islamique. Exactement. C'est ridicule. Toutes les personnes qui répètent que bébé est pire que la République islamique, et ça arrive tout le temps avec ces Israéliens d'extrême gauche, un peu fous, qui d'ailleurs ne représentent personne dans ce pays. Ils pourraient organiser un rassemblement dans une cabine téléphonique. C'est à peu près tout le monde qu'ils ont avec eux. D'accord. Il faut qu'on parle des héros, sinon je vais complètement perdre pied. Les gens sont vraiment hauts en couleur aujourd'hui. Oui. D'accord. Passons aux héros. Shoshad, je commence avec toi. Qui est le tien? Oh, ça me rend si heureuse. La partie sur les héros fait vraiment du bien à mon âme. Bien, restez ensemble. D'accord. Mon héros cette semaine, c'est Michael Bouchard. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Il est le chef de la police et shérif du comté d'Oakland. Et nous avons une vidéo de lui en train de parler après l'attaque de la synagogue du Michigan. Regardons un instant. Je pense que le message est clair. Nous sommes tous unis, nous restons ensemble, que ce soit au niveau fédéral, de l'État, du comté ou local. Nous nous engageons à assurer la sécurité de cette communauté. Si vous pensez cibler la communauté juive ici ou ailleurs dans cet État, vous vous trompez. Nous les protégerons et viendrons aussi vous chercher. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Non, nous venons vous chercher. C'est de ça que je parle. Ça, c'est une vraie Américaine, Meghan, d'accord? Ça, c'est un vrai Américain, Tucker. C'est de ça qu'on parle. Des gens qui prennent vraiment soin les uns des autres. Et tu sais qu'il a reçu plus de 300 000 messages de haine pour avoir soutenu la communauté juive. Incroyable. Il a déclaré lors d'un briefing avec des responsables de la sécurité juive qu'il a été la cible de 330 000 messages hostiles, y compris des propos violents. Et il a même diffusé un appel où on l'a traité d'ami des Juifs. Vous ne pouvez pas diviser les vrais Américains. Vous ne pouvez pas diviser les vrais Américains par la race, la religion ou le genre. Les vrais Américains comprennent que la liberté est pour tout le monde. Et ça, c'est un héros. Et c'est pourquoi c'est mon héros de la semaine. Amen. Avec plus, je veux dire, si l'Angleterre avait ne serait-ce que la moitié de cela, la police travaille en Angleterre avec les islamistes. On ne peut pas s'en sortir. C'est simple. Le bien, le mal, la morale. Exactement. C'est ça, le bien et le mal. Oui, dire que détester les Juifs et essayer de les tuer, c'est mal. Ce n'est pas difficile à dire. Mais apparemment, à cause des personnes qui défendent le régime, des haineux et de tout le monde et des médias traditionnels qui attisent les flammes, c'est devenu une chose controversée à dire. Émilie, qui est ton héros cette semaine? Et donc, mes héros sont le peuple iranien qui transmet ces informations sur les cibles avisées. Et ce n'est pas un exemple précis de cela, mais je veux quand même le mentionner parce que c'est très triste. Shoshana, tout à l'heure, tu as mentionné que la République islamique a maintenant réduit l'âge de recrutement pour l'effort de guerre à des garçons aussi jeunes que 12 ans. Évidemment, c'est clairement de la maltraitance d'enfants. Et je voulais simplement le souligner comme un exemple de tout ce que ces personnes risquent et de tout ce qu'elles endurent dans ces situations. Voilà. Ce week-end, il y a eu la première victime parmi les enfants postés à un point de contrôle, un enfant de 11 ans, donc même en dessous de 12 ans, Ali Reza Jafari. Il a été amené au poste par son père, qui était un Basiji. Il a été tué à cause de cela. C'est la première victime de ce type que nous voyons, bien que la République islamique ait une longue histoire de tels actes. C'est quelque chose qu'ils ont tristement fait par centaines, voire par milliers, pendant la guerre Iran-Irak, en voyant des enfants tester les mines comme cobayes humains. C'est écœurant.
Mais c'est le genre de situation auquel les Iraniens sont confrontés en ce moment. Et donc, il ne faut pas prendre à la légère le fait qu'il y ait autant d'Iraniens qui envoient ces informations. Je veux dire, des coordonnées géographiques dans leur quartier. Vous savez, partout dans le pays, où se trouvent dans les points de contrôle où les Bassiges et le CGRI se rassemblent, quels bâtiments ils occupent, y compris des mosquées, des écoles, des centres sportifs, toutes ces infrastructures civiles, les mêmes tactiques que nous avons vues avec le Hamas. Ils font exactement la même chose. La différence, c'est que le peuple iranien fait tout ce qu'il peut pour résister, ce qui contraste fortement, malheureusement, avec ce que nous avons vu à Gaza. Mais cela me rend très optimiste à ce sujet. Et j'espère que nous pourrons continuer à les aider et que le monde continuera d'entendre parler de la situation dans laquelle ils se trouvent et de sensibiliser à ce problème, car c'est extrêmement important, évidemment pour leur sécurité, mais aussi pour la sécurité du monde libre dans son ensemble si l'on regarde la situation dans sa globalité. Donc, à ces Iraniens qui prennent contact, risquant leur vie pour le faire, vous êtes mes héros de la semaine. Amen. C'est tellement triste pour ce garçon de 11 ans, je sais. C'est horrible. C'est honteux. Oui, c'est absolument honteux. Et vous savez, les mêmes personnes qui sont indignées par l'attentat terroriste qui a touché les filles à côté de la base du CGRI là-bas, ils en parlent des mois mais restent silencieux sur les centaines d'enfants tués dans les rues en 2 jours lors de cette manifestation. Ils ne mentionnent pas les enfants recrutés par le régime dans de telles situations. Silence absolu. Toutes ces fillettes violées, torturées, tuées. Oui, on ne juge même pas utile de les mentionner. Bien sûr. Oui, nous saluons le courage du peuple iranien. Nous sommes avec vous. Plaise à Dieu, puissions-nous libérer votre pays ensemble. Marc, qui est ton héros cette semaine? Mon héros est un jeune homme qui a perdu la vie en se battant pour ce pays cette semaine au Liban. Moshe Yitzhak Hacohen Katz, un jeune homme, un soldat isolé du Connecticut aux États-Unis, est venu en Israël, a rejoint l'armée, et il n'a pas seulement rejoint l'armée, il s'est porté volontaire pour le corps des parachutistes, une unité d'infanterie de combat d'élite. Il a été tué au Liban. Nous avons reçu la nouvelle dimanche matin. Apparemment, il a été tué pendant le Shabbat. Je veux expliquer pourquoi cet homme est un héros. Évidemment, nous respectons, nous les prenons dans nos bras, nous soutenons tous nos jeunes hommes et femmes dans l'armée israélienne. Ils nous défendent, ils protègent notre pays. Ceux qui se portent volontaires pour le combat, comme les parachutistes, la brigade Golani, les pilotes de chasse, Givati, etc. Ceux qui se portent volontaires pour risquer leur vie, je les respecte encore plus. En Israël, le service militaire est obligatoire pour la majorité. Pour rejoindre une unité de combat, il faut se porter volontaire. On peut facilement éviter cela en invoquant un problème de genou ou psychologique. Tous ceux qui sont dans une unité de combat y sont parce qu'ils comprennent que c'est ce qu'ils doivent faire. Mais venir de l'étranger, venir du Connecticut aux États-Unis et se porter volontaire pour le service de combat. Je pense que c'est une personne très spéciale et c'est un héros. Il mérite notre respect. Sa famille mérite notre soutien. Je pense qu'il est une grande source d'inspiration et j'ai entendu ce matin le ministre de l'Immigration dire qu'il n'est pas seul, que le nombre de jeunes juifs de l'étranger venant en Israël pour se porter volontaire et faire leur service de combat dans les FDI ne cesse d'augmenter. On en compte maintenant des centaines. Soyons clairs ici. Pour un Israélien qui rejoint une unité de combat, il avait un frère aîné, il avait un père, ils en parlaient au lycée. Quand quelqu'un vient de l'étranger, il n'a pas le même réseau de soutien. Il n'avait pas le même réseau de soutien. C'est un choix difficile à faire et il mérite notre respect. Cet homme est un héros. Et encore une chose, cette personne en particulier, Moshe Yitzhak Hakohenka, était un Hassid de Lubavitch. Il a montré qu'on peut être dans les forces de défense d'Israël et être un juif orthodoxe, pieux et religieux. Je pense qu'il fait honte à d'autres personnes. Amen, je sais, tu sais. Magnifique. La question des soldats isolés me touche beaucoup parce que nous sommes des immigrés. Et donc, je sais ce que c'est. J'ai un enfant dans l'armée. Je sais ce que je fais pour elle quand elle rentre à la maison le week-end. Pour mes autres enfants aussi, tu fais la lessive et tu leur prépares un bon repas. Et je pense que ces enfants n'ont pas de parents en Israël. Beaucoup d'entre nous accueillent des soldats isolés pour le Shabbat, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont des héros, mais nous voyons toute une génération de héros juifs que l'on ne peut comparer qu'à ces moments bibliques du roi David et du roi Saül. Et c'est tout simplement incroyable. Ce sont les jeunes les plus courageux au monde.
Et vraiment, chaque perte d'un soldat est profondément ressentie dans ce pays, comme si c'était la perte de tout le monde, et nous le ressentons chaque jour. Mais quand il s'agit d'un soldat isolé, parce qu'il a choisi, qui a choisi de servir, c'est encore autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi, merveilleux héros. Mon héros, je ne sais pas comment il s'appelle, je suis sûre que son nom est connu. Il y a un homme incroyable dont la maison a été détruite par un missile. Et il sort de cette maison détruite, de son abri, avec un ours en peluche, en disant Et un pistolet et une balance. « Il est comme Rambo ». Mais non, Son nom était Doudou. Doudou, évidemment, son nom était Doudou. nous avons tous besoin d'un Doudou dans nos vies. Doudou sort de sa maison détruite, de l'abri, avec un pistolet et une bière, sans chaussures, en souriant et en disant « Je suis en vie. D'accord, ma maison est détruite. Nous sommes forts, nous sommes résilients, nous allons gagner. » Et pour moi, Doudou représente cette résilience des Israéliens. Que dans nos pires moments, nous pouvons simplement dire « Merci Seigneur, nous sommes toujours là, nous nous battons encore. Même si ma maison est détruite, on s'en sortira. » S'il vous plaît, regardez ceci. Bonsoir les gars, n'ayez pas peur, le peuple d'Israël est vivant. Je m'appelle Doudou, c'est notre maison, nous allons la reconstruire, un bon juif est plus fort. Je m'appelle Doudou, notre maison, nous la reconstruirons, juif. D'accord. J'ai envoyé ça à quelques personnes et le mari de mon ami écrit « Gros coup de cœur pour cet homme ». C'est vraiment un vrai coup de cœur de mec. Des flammes explosent à l'arrière-plan. La maison est détruite à sa sortie. Il a sa bière bien fraîche. Oh mon Dieu, il a sa bière. Pour moi, c'est, tu sais, ça. Je l'envie parce qu'il est devenu ce symbole macho de ce que signifie la virilité israélienne. Voilà, c'est ça. On pourrait faire une séance photo, toi sortant d'un bâtiment bombardé. Il porte aussi une sorte de débardeur. C'est juste que C'est comme on n'aurait jamais pu écrire ça. En Israël, il y a une expression qui veut dire un vrai homme. Ça, c'est un vrai homme. Et sur cette belle note à propos des héros, nous prions pour que nous ayons un Pessah paisible, des Pâques paisibles, que nous puissions apporter la paix, la tranquillité et la prospérité dans cette région. En nous débarrassant des pires auteurs de violation des droits de l'homme au monde, à savoir la République islamique d'Iran et tous ses horribles supplétifs. Et qu'à la fin de Pessah, de la Pâque juive et de Pâques, peut-être que nous nous réveillerons dans un tout nouveau monde. Que Dieu protège nos soldats, que Dieu protège l'armée américaine et ses soldats, et on se revoit après la fête, on se revoit après Pessah.